Et notre invité du jour est bourguignon, il nous vient de Gevrey-Chambertin. Il s'agit de Jean-François Bazin, ancienne personnalité politique qui a été président du conseil régional de Côte-d'Or, premier adjoint de Bourgogne, premier adjoint au maire de Dijon. Vous avez été également journaliste, vous êtes écrivain, romancier et vous publiez un livre qui s'appelle Le Chanoine Kir, la vie fantasque d'un homme politique en soutane, qui fait un peu plus de 180 pages aux éditions Armand Collin. Il se lit très facilement et c'est un livre qui raconte tout simplement l'histoire de la vie du chanoine Kir. Alors, bonjour Monsieur Bazin. Bonjour. Vous revenez sur les 60 premières années de sa vie. C'est une partie de la vie qui est peu connue du chanoine Kir, parce que on se rend compte au fil du livre, finalement, la naissance publique du chanoine Kir, c'est après la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi il est né publiquement aussi tard ? Il est entré dans la vie publique assez tôt, dès les années 1920. Il est né juste avec la Troisième République. Hein. Il a donc eu une vie très longue. Il était curé de campagne encore jusqu'au milieu de sa vie, dans des petits villages moyens. Mais en revanche, il s'intéressait à la politique, il faisait ce qu'on appelait des conférences contradictoires, c'est-à-dire qu'il allait dans les salles de café et il interpellait les socialistes, les communistes, et il avait un rôle d'action catholique, mais assez porté sur la politique. Et à l'époque, ça ne déplaisait pas à son évêque qu'il aille faire porter la bonne parole dans des réunions publiques et souvent électorales. Mais il ne se présentait pas. Il a donc vécu comme ça jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Là, il a été nommé membre de la municipalité parce qu'il n'y avait plus de maire, il n'y avait plus d'équipe municipale. Le préfet a cherché des personnages et il a joué un petit rôle politique pendant la guerre. Et puis surtout, il était tellement symboliquement contre l'occupant que la Ligue de Constantini, c'était des collaborateurs français d'ailleurs, a décidé de le supprimer. On est venu l'attaquer dans son appartement à Dijon et on lui a tiré dessus à bout portant. Il a eu beaucoup de chance. Une balle s'est fichée dans sa soutane et dans son portefeuille, qui était heureusement suffisamment rempli. Et donc là, il est devenu un peu une image. Il n'a jamais été dans un mouvement de résistance, mais il est devenu une image de la résistance. Et juste après la guerre, ça a été symbolique pour les Dijonnais, c'est-à-dire c'était lui qui avait sauvé Dijon. Alors c'est un personnage assez attachant, même dans votre livre, mais parfois à vous lire, on se demande dans quelle mesure sa vocation était sincère, notamment quand vous évoquez le fait que, par exemple, il disait sa messe en 10 minutes, qu'il ne confessait plus, même si lui se confessait encore. Une fois qu'il est maire, la religion, c'était un peu fini. Oui, mais cela existe aussi dans l'Église. Il y a une sorte de retraite maintenant. À 70 ans, 75 ans, les prêtres peuvent se retirer de leur engagement, tout en célébrant les offices et en ayant un rôle dans l'Église. Alors lui, c'était un peu particulier, puisqu'il avait 70 ans. On peut dire qu'il était quasiment en retraite lorsqu'il est entré dans la vie publique, dans la vie politique. Et on peut dire qu'il a eu tout de même une véritable vocation. Depuis sa jeunesse, le grand séminaire, ensuite le séminariste, ensuite, il a toujours été membre de l'Église. Et il a évidemment toujours porté sa soutane. Peut dire que même si à la fin de sa vie il disait des messes minuscules, effectivement de quelques dizaines de minutes, il les disait quand même. Et il apparaissait, à vrai dire, plus comme un prêtre, comme un député que comme un prêtre. Mais lorsque Khrouchtchev est venu à Dijon et on a manifesté le désir de rencontrer le maire de Dijon,
L'Église a évidemment protesté, le Vatican a protesté, on n'allait pas serrer dans les bras, un prêtre en soutane n'allait pas serrer dans les bras le chef du communisme mondial. Et la figure la plus emblématique de l'anticatholicisme. Et c'est pour ça qu'on lui a interdit de le faire. Et il n'était pas très content, mais il l'a fait quand même. Il a respecté les injonctions de son évêque, qui relayait évidemment les injonctions de Rome. Et c'est justement un trait de caractère que vous dessinez du chanoine Kir dans ce livre, c'est cet aspect indépendant, puisque finalement il prenait des décisions qui ne plaisaient ni à l'Église, ni à la République. Oui, il disait « je suis le plus indépendant des indépendants ». Il n'a jamais appartenu véritablement à un parti politique. Il était lui-même. Et quand on a voulu, d'ailleurs, les partis ont voulu l'éliminer, il s'est présenté tout seul et il a été élu. Je vous dis, à 92 ans, il était encore maire de Dijon. Vous le dites, il n'est ni chrétien-démocrate, ni proche des ligues, même s'il soutient plutôt les émeutes de 34. Il dénonce 36, le Front populaire. Il n'a jamais été, on peut dire, d'extrême droite. Non. Mais en revanche, il était... à la fin de sa vie, il était très proche de François Mitterrand. Il est devenu amoureux des pays communistes, mais pas par une sorte de biais. C'est comme il ne pouvait pas être ministre ou secrétaire d'État en France, personne ne le prenait au sérieux, jusqu'à le nommer membre d'un gouvernement. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Il est devenu l'apôtre des jumelages. Ça l'a passionné, on l'a même nommé président de la Fédération mondiale des villes jumelées, il était ravi, et ces villes jumelées étaient souvent des villes communistes, en Europe de l'Est, parce que c'était pour les communistes un bon moyen de venir en Europe, Europe de l'Ouest, et en surveillant un peu les délégations, en les tenant au bout de l'œil, du regard. Et donc, lui, il n'a pas tellement compris ça, mais en revanche, quand il allait à Moscou, quand il allait à Budapest, quand il allait à Prague, il était accueilli que comme un personnage, une figure de la résistance française. Enfin, c'était, à vrai dire, tout à fait excessif par rapport à son rôle, mais ça lui avait tourné un peu la tête. Alors, est-ce qu'il n'incarne pas une forme de poujadisme, sans confusion avec Poujade de Dijon, mais parce qu'il était proche des petits commerçants, mais vous dites aussi dans l'ouvrage qu'il avait quand même un peu peur de se rendre dans les usines, parce que c'était un monde qui lui parlait moins. Oui, il était beaucoup plus proche du marché, des halles. Il faisait, avec son cabas, il faisait le tour des halles, plus que des usines. Cela étant, la période où Dijon a accueilli le plus d'usines, New Holland, Hoover, Sundstrand, etc., c'était son époque. Alors, est-ce qu'il l'a fait volontairement ou pas? Je crois que ça s'est fait tout simplement parce qu'il y avait un phénomène de décentralisation et de capitaux étrangers qui arrivaient en France dans les années 60. Donc ça s'est fait tout seul, mais on ne peut pas lui reprocher ça. Il avait aussi une certaine vision future. Pour l'instant, on fait encore des facultés, on bâtit des facultés sur le campus de Dijon qui fait 100 hectares. Eh bien, il a été quand même assez visionnaire en 1950 pour faire un campus de 100 hectares alors qu'il y avait 3000 étudiants et que maintenant il y en a 30 000. Il a eu cette idée du lac, un lac à Dijon. Tout le monde lui a dit « vous allez apporter des moustiques ». Eh bien, il l'a fait quand même, et les gens sont ravis maintenant de ce lac. Il avait ce côté visionnaire, mais évidemment, c'est un personnage de roman. On ne peut pas lui retirer ça. Alors, vous nous le rendez sympathique, le chanoine Kir, mais vous n'êtes quand même pas tendre avec lui, puisque vous soulignez le fait qu'il a un ego démesuré, et on le voit à travers plusieurs de ces petites phrases, dont celle que vous citiez tout à l'heure, le plus indépendant des indépendants, mais c'est rien par rapport à d'autres citations qu'il y a dans le livre, qui sont parfois assez colorées, et vous évoquez même des tendances à la mythomanie. Oui, il était mythomane parce qu'il disait qu'il avait
fait un certain nombre de choses, qu'il était monté dans l'avion de Santos Dumont, etc. Bon, tout ça, c'est pas vrai. Qu'il était champion de patinage, enfin, tout simplement parce qu'il avait un peu patiné sur la rivière de Dijon, qui était gelée l'hiver. Non, c'est un personnage qui avait toujours besoin de se mettre en avant. Alors cette mythomanie, ça l'amenait à essayer de convaincre par des chiffres. Et le livre qu'il a écrit sur la question religieuse à la portée de tout le monde a suscité cette réaction de son évêque à l'époque en disant: le titre résume parfaitement votre ouvrage. Effectivement, c'était à la portée de tout le monde et c'était pas très élevé comme pensée. Alors, vous qui avez été dans la politique locale bourguignonne, vous avez été président du conseil régional de Bourgogne, pas de Côte d'Or comme je disais tout à l'heure. Quel souvenir a-t-il laissé justement dans les milieux politiques? Est-ce qu'on parlait encore de lui? On ne parle plus guère de lui. Il existe parce qu'il a donné son nom, il portait un nom d'apéritif. Alors il a donné son nom à cet apéritif. C'est celui qui maintient le mieux la connaissance que l'on a de lui-même. Mais le personnage, sa soutane, ses bottines, son béret, le personnage a disparu de la vie publique. Et moi, je l'ai encore connu, maire de Dijon, mais la plupart maintenant des personnages qui vivent dans cette région ne l'ont pas connu personnellement. Il est mort il y a 50 ans, en 68, pendant les événements. C'est pour ça que ce livre paraît, 50 ans après sa mort. Alors, on peut dire que le personnage n'existe qu'à travers l'apéritif. Est-ce que vous pouvez rappeler la recette de l'apéritif justement pour les... Eh bien, c'est un tiers de crème de cassis, c'est un petit fruit qui existe en Bourgogne, mais ailleurs aussi. Et puis 2 tiers d'un vin blanc sec qui est l'aligoté, Bourgogne aligoté. Alors, on fait des kirs avec du vin d'Alsace ou du vin de Bordeaux, mais le vrai, c'est tout de même la crème de cassis de Dijon et aussi le Bourgogne aligoté, qui est un vin frais, plein de vigueur, plein de vif. Et la douceur du cassis et la vivacité de la ligotée vont bien ensemble pour faire cet apéritif qui n'est pas cher et qui est servi maintenant un peu partout. C'est un apéritif qui fait l'objet d'un chapitre où vous expliquez tous les... Oh, il y a eu un procès. Il y a eu problèmes de procès. Oui. À qui appartient le nom de qui? Alors finalement, la justice a fini par reconnaître à un liquoriste le droit à porter, non pas le nom de kir, mais on ne peut pas donner à une marque un nom propre, mais il faut l'appeler un kir ou le kir. Alors donc c'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de marque kir, mais enfin le 1 est tout petit ou le tout petit. Donc en fait c'est pour tout le monde un kir. Alors une question plus générale pour finir. À travers cet ouvrage, vous vous concentrez sur le personnage de Chanoine Kir, ce qui rend la lecture très agréable, surtout avec toutes les anecdotes qu'on y trouve. Mais de manière plus générale, vous traitez finalement des relations, de manière plus sérieuse, disons même, des relations entre l'Église et l'État, puisqu'il a traversé la 3e, la 4e, la 5e République, la période de ce qu'on appelle l'État français, la séparation de l'Église et de l'État. Donc en fait, il a vécu... En fait, on peut dire qu'il a vécu un siècle de relations entre l'Église et l'État, dans l'engagement politique d'abord de militants, conférencier populaire, ensuite de président des œuvres catholiques d'hommes, l'Action catholique, avant la Deuxième Guerre mondiale, puis de personnalités indépendantes, et puis d'élus qui avaient une sorte de cohésion d'image avec ce que le peuple dijonnais attendait d'un personnage qui apparaissait généreux, qui se donnait aux autres. Alors, il y a un peu d'excès, évidemment, dans ce personnage et dans le portrait qu'on en fait, mais il a tout de même réussi à passer les ans. Et aujourd'hui, il serait inconcevable, je crois, que l'Église accepte. D'ailleurs, elle est tout à fait hostile à ce genre d'engagement actif d'un prêtre, je ne dis même pas en soutane, parce qu'il n'y en a plus guère, mais d'un prêtre dans un mandat
public. Maire, il y en a quelques-uns en France, maire parfois, mais parce que c'est une situation dans un village, bon, ça peut se produire. Mais c'est député ou sénateur, je crois que c'est tout à fait exclu. Merci Jean-François Bazin. Je rappelle votre livre Le Chanoine Kir, la vie fantasque d'un homme politique en soutane aux éditions Armand Collin pour tout savoir de la vie du chanoine Kir et puis pour revoir l'ensemble de ces phrases devenues cultes.